Nous devons imposer l'ordre public, l'ordre dans l'État. C'est en ces moments-là que vous allez appeler le monsieur, vous allez l'appeler chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas continuer à cajoler, à caresser Kagame dans le sens de poil. Nous devons nous lever parce que nous sommes un État souverain. Ce sont là des grandes questions. Alors, quels sont les problèmes qui sont en face de nous? Il y a un pays qui s'organise pour nous fragiliser. Quel est l'intérêt du Rwanda aujourd'hui à résoudre la question FDLR et la question M23? Nous devons nous poser ce genre de questions. Parce que moi, en tant qu'économiste, je sais que le FDLR, ce n'est qu'un prétexte pour justifier la présence rwandaise chez nous. Et cela profite au Rwanda en exploitant, en fragilisant, en créant des conditions pour que son marché soit entretenu. Le Rwanda n'a aucune raison que nous soyons en paix. Mais nous avons l'obligation de défendre nos femmes, de défendre nos enfants, de défendre notre territoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, quelle est la question? Quel est le débat? La rencontre ou pas? La rencontre... Non, le processus a commencé bien avant. Voilà. La rencontre ou pas de Félix Tshisekedi et Kagame. Mais apparemment, c'est lui qui vous sert de président avait dit à la face du monde qu'il va rencontrer Kagame que le jour de l'avènement de Dieu, où y a une évolution, ça sera probablement en enfer. Parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi et Kagame se retrouver au paradis. Donc, nous comprenons que M. Félix Tshisekedi, quand il est dans une forme d'ivrognerie langagière, il fait des déclarations sans mesurer la portée de ce qu'il dit. Et quand il est rattrapé par ses propres turpitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à justifier. Mais comment un pays dont le président a eu à faire des déclarations disant qu'il ne va plus rencontrer M. Kagame, pourquoi vous vous plaignez si Kagame refusait de vous rencontrer? Dites-moi un peu, M. Félix Tshisekedi, as-tu déjà eu le courage de lire ne fût-ce que la page des gardes ou la couverture de la Constitution? Il maîtrise très bien la Constitution, soyez-en sûr. Ah bon? Il avait prêté là, serment vous le souhaitez ou vous le pensez? Je vous l'ai dit, je vous le confirme même. Ah bon? Vous pensez que M. Félix Tshisekedi connaît la Constitution? Plus que vous et moi, certainement. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il est président. Pensez-vous, le fait d'être président, ça lui confère, ça lui procure la capacité de connaître la Constitution mieux que quiconque? Vous le pensez? M. Félix Tshisekedi ne sait même pas que ce n'est pas à lui de convoquer le Congrès. Il ne sait même pas. Il dit non, voilà, je veux changer la Constitution et personne ne peut me l'interdire. C'est ce qu'il a dit. Nous avons dit, monsieur, ça c'est une rébellion. Vous n'en avez pas le droit. Et puis il vient, il nous dit non, voilà, je vais mettre en place une commission pour que les gens réfléchissent. Vous avez déjà pris l'option. Vous avez dit que c'est une constitution de malédiction. On ne révise pas une constitution de malédiction. Parce qu'en révisant la constitution de malédiction, vous notez pas la malédiction qu'il y a dans cette constitution. On ne change pas la nationalité des gens qui ont rédigé la constitution par la révision. Alors, comment des gens aussi instables, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent... Que voulez-vous dire concrètement par là? Non, mais il vous dit que c'est une constitution des étrangers. Si vous révisez, ça reste la même constitution. Le mot malédiction n'est pas sorti du chef de l'État. C'est plutôt le président de l'UDPS. Je ne savais même pas qu'il y avait un chef de l'État dans ces pays. Si tel est le cas, je vous apprends alors. Mais sinon, non, mais apprenez-moi. Le mot malédiction est venu de l'imiter Kabouya qui avait parlé de malédiction, non pas le président de la République. Bon, mais apparemment, vous oubliez que Kabouya est le représentant de Félix Tshisekedi dans l'UDPS. N'est-ce pas qu'il est président Haï? Qui est le président, d'après vous? Je pense que ces jeunes étaient plus dans le Maléwa qu'à l'université. Chers jeunes, frères en politique et dans la vie, Laurent Désiré Kabila n'a jamais donné une constitution à la République. On suppose que vous êtes juriste. Vous avez au moins l'historicité sur les constitutions de la République. Pendant que Laurent Désiré Kabila était là, le pays était régenté par des décrets. Il n'y avait pas de constitution. À force de garder les cheveux, vous mentez. Il n'y avait pas de constitution. Non, il y avait non, mais dites-moi. Des articles que Kabila a appelés décrets constitutionnels, si je m'abuse. Non, mais ce n'était pas une constitution. C'est sur base de ça que ce n'était pas une constitution, cher ami. Alors, comment quelqu'un qui ment comme ça, sans honte,
Pourquoi voulez-vous prendre les risques de quoi un monsieur comme ça? Quand est-ce qu'il est devenu du pouvoir, lui? Parce qu'on le présentait ici comme de l'opposition. N'est-ce pas qu'il était candidat, rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale pour le compte de l'opposition? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il arrivé à quitter le stade de Chény pour devenir, comment on peut l'appeler là? Papillon. Qu'a-t-il fait? Comment cela s'est-il passé? Ce monsieur vous dit qu'il y aurait des opposants. Mais effectivement, il a raison. Il y a des opposants qui vivent sous le mamelon de Félix Tshisekedi, comme lui, par exemple. Il était dans l'opposition avec Kabila. Il quitte Kabila. Il soutient la forfaiture de la CENI. Il quitte la forfaiture de la CENI. Il a été financé, apparemment c'est lui qui l'a dit, financé pour postuler. Non, il lisait aux autres opposants, pas non, mais cher ami, discours. Non, il n'y a que lui qui est plus proche de Vous PCD. dites que vous êtes opposant alors que même la caution que vous avez versée lors des, lors des élections venait du régime du président Félix Tshisekedi. Non, mais je vous cite des noms alors. Les enveloppes que vous avez remis pour battre campagne venaient du président Félix Tshisekedi. Ouais, mais vos enfants se trouvent dans des cabinets des ministres du régime ou encore du pouvoir de Tshisekedi. Mais en quoi vous êtes opposant? Non, mais voilà pourquoi je vous dis. Le fait seulement qu'il est... Et non seulement ça, même les opposants, nuitamment vous allez chercher les enveloppes. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le fait seulement que c'est un menteur patenté, vous allez vous rendre compte qu'il n'a fait qu'une projection de lui. C'est lui, il parle de lui. Cher ami, Mouzitou, il est avec eux dans l'idée des démarches. A-t-il un enfant qui travaille dans un cabinet? Non. Fayoulou? Non. Moïse Katumbi? Ça, je ne sais pas. Non. Vous connaissez, vous savez bien que les fils de Moïse Katumbi, s'ils sont là, dans leur cabinet, on va les identifier facilement. Qui? Denis Sessanga? Mes enfants font l'université. Aucun de mes enfants n'a le droit de travailler pour l'instant. Parce que l'essentiel de ceux qui ont l'âge de travailler sont à l'université. Quel est cet opposant qui a un enfant qui travaille là-bas? Qui? Matata? Qui? Mais il n'y a que lui. C'est lui qui est là. Il prétend être le représentant de l'opposition au sein des institutions. C'est lui. Il avait dit d'ailleurs, c'est lui le leader même de l'opposition. Non, mais quoi de plus normal? Leader de l'opposition au sein du gouvernement. Quoi de plus normal? Parce qu'il est dans la confusion. Il doit aller visiter son coiffeur. Parce qu'à force de garder... Quel rapport Non, mais je vous dis... La modestie, je vous en prie. Non, mais attendez. Quel rapport avec ses cheveux, avec sa coiffure? Mais les cheveux sont des ions négatifs. Si vous ne savez pas les gérer, ça peut aussi vous amener dans une forme de déviationnisme. Moi, je pose juste des questions. Qui ont dit qu'on a transformé le clown en bâtisseur? Kinshasa. C'est possible de faire ça? Alors, n'avons-nous pas des raisons? Non, s'il vous plaît, si nous avons des résultats, c'est-à-dire qu'on arrive à socialiser le Koulouna pour en faire de bons citoyens, des bâtisseurs, continuons avec cet élan. Parce que là, on gagne doublement. Un, ce sont nos enfants. Et puis des deux, on va créer les conditions des travailleurs, on va élargir leur productivité, leur capacité à produire. Parce que quand vous tuez, vous mettrez fin à une vie. Deuxième élément. Vous avez cité plusieurs cas. C'est lui qui vole, on le tue. C'est celui qui vole un téléphone, on le tue. C'est lui qui vole les plantes, on tue. Mais c'est lui qui vole l'argent dans le gouvernement, on les plébiscite comme meilleur père. Vous comprenez? C'est là où il y a une sorte de dichotomie. Moi, je n'ai jamais soutenu la peine de mort. Jamais. Parce que je considère que la vie est sacrée. Mais là, nous assistons à une sorte de folie. C'est-à-dire que des gens qui veulent tuer pour faire peur à d'autres personnes. Mais Kabila l'a expérimenté dans ces pays. L'opération Likofi, on a tué nos enfants ici. Quels en sont les résultats? Parce que là, vous êtes dans un traitement symptomatique. Vous pensez qu'en tuant, vous allez mettre fin à ça. Mais quelles sont les raisons qui amènent à ce que nous avons le Koulouna? Là, vous ne répondez pas à cette question. Bien, c'est parti pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Un bon début de semaine à vous et à vous qui êtes branchés en ce moment.
Un invité, il s'agit de l'opposition du président Alain Bolodjoa, qui est le coordonnateur et le président de ce mouvement politique qu'on appelle le BAT. Il est en même temps membre de cette nouvelle structure qui s'intitule Sursaut national. Eh bien, avec lui, nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Vous le savez, le week-end, les chefs de l'État, le président Félix Tshisekedi s'est rencontré avec son homologue rwandais à Luanda, mais malheureusement, Kagame n'a pas répondu présent à l'invitation alors que l'appel a été lancé depuis. Et à en croire le régime Tshisekedi ou encore le pouvoir de Kinshasa, Kagame a fait montre de sa mauvaise foi, n'est-ce pas, d'agresser et de continuer de faire mal à la nation congolaise, d'où nous allons appliquer bien évidemment la force pour récupérer les zones ou encore les territoires occupés. Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de cette question qui continue à faire couler encre et salive en rapport avec les changements ou la révision de la Constitution. Eh bien, le BAT, ensemble avec les Sursauts nationales, avait tenu un meeting, c'était à la Tchangou, à Ndjili précisément, les 14 derniers, pour dire non au changement de la Constitution, aussi à la révision constitutionnelle. Alors que vous et moi savons que la Constitution elle-même prévoit sa propre révision. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont dans l'illégalité ou bien ils ne veulent pas seulement que les régimes Tshisekedi puissent révisiter ou, je l'ai dit révisiter, bien sûr, quelques dispositions de la Constitution. L'insécurité à l'Est, c'est vrai, ça fait partie de toutes les questions ou encore tous les sujets déjà exposés ici. Nous allons vous en dire plus. Je m'en vais saluer mon invité, Président Alain. Merci d'être là. Joyeux Noël et bonne année à vous déjà. Bonne année à vous, joyeux Noël également. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, j'ai dit à l'entame, avant de prendre la question en rapport avec ces tête-à-tête qui devrait avoir lieu à Luanda, en Angola précisément, nous allons y revenir. Parlons d'abord de ce qu'a été votre meeting, en rapport bien évidemment avec les changements ou la révision constitutionnelle. Vous étiez à Ndjili, à la Tchangou précisément, à Massina plutôt, au terrain municipal, voulais-je dire. Non au changement de la Constitution sur votre point de vue, mais quand vous remettez en cause ou vous ne voulez pas que le pouvoir actuel puisse réviser même la Constitution, ne voulez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Oui, si vous avez le temps de vous poser des questions, c'est une bonne chose, c'est un droit qui vous est reconnu. Mais ce qui est vrai, la Constitution n'a jamais dit que toute initiative de la révision doit impérativement être acceptée. On peut aussi refuser une révision. Et ça ne sera même pas la première fois. Il vous souviendra que, d'ailleurs, je tiens à rappeler, Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala n'ont pas été tués dans le cadre de la révision constitutionnelle. Il s'agissait plutôt d'une loi. La fameuse loi électorale avec son fameux article 8, où on voulait conditionner les élections par rapport... On voulait conditionner les recensements... conditionner les élections au recensement administratif. Et cela a conduit à la mort. Il n'y avait pas seulement que... Il n'y avait pas que Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, il y avait tant d'autres jeunes. Je me souviens, il y avait un jeune à Mbandaka, Eric Bolokoko. Bon, j'ai oublié son nom, mais je peux le retrouver. Ils ont été abattus pendant qu'ils manifestaient, justement, pour contester la révision d'une loi. Il y a eu la loi Sakata Minako qui a conduit au sabotage de la résidence de Jean-Marie Kassamba, d'autres immeubles de André Kimbuta et tout ça. Les gens ont été menacés. Ce n'était pas le changement de la Constitution, ce n'était même pas la révision de la Constitution, c'était juste la révision de certaines dispositions de loi. Ce qui sous-entend que la Constitution n'a pas interdit à ce que l'on s'oppose à certaines révisions de certaines dispositions de la même Constitution si on constate qu'il n'y a pas opportunité, mais aussi s'il n'y a pas pertinence. Et donc, naturellement, nous sommes en droit de refuser toute initiative, d'autant plus qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, la priorité pour l'État, c'est d'abord la question dans l'Est du pays. Nous sommes agressés, nous sommes attaqués. C'est une question épineuse qui devait en réalité nous pousser à fédérer nos énergies en vue que nous arrivions à résoudre ces problèmes. Il y a un problème, le problème du dysfonctionnement systémique. Aucune institution ne fonctionne normalement. Il y a un problème de crise socio-économique. Tout le monde sent
que le pays n'est pas dirigé. Ça, ce sont des priorités. Et après, s'il y aura nécessité de faire un état des lieux ou sinon un diagnostic profond de la situation de l'État, c'est en ces moments-là que l'on pourrait éventuellement dégager toute initiative de la révision de la Constitution. Alors, le fait que les grandes questions ne sont pas abordées présentement, là, nous pensons réviser, changer la Constitution, ce n'est qu'une provocation. Cette question, on va y revenir, parce que vous avez parlé d'une question épineuse en rapport avec l'insécurité qui s'y vit au pays, ou encore la situation dans l'Est de notre pays. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, il continue à faire du balai. Pas plus tard que le week-end dernier, il était à Luanda pour un tête-à-tête avec Paul Kagame, mais hélas, celui-ci n'a pas répondu présent à l'invitation. Ça prouve à suffisance qu'il va continuer à nuire aux Congolais que nous sommes. D'après certaines sources, Paul Kagame exige le pouvoir de Kinshasa de négocier d'abord avec le M23. D'ailleurs, vous et moi avions suivi cette vidéo qu'avait publiée Corneille Nangaa. Et Kinshasa, la position est connue, en aucun cas on peut échanger avec le M23. Ne voyez-vous pas que cette question, qui du reste est épineuse, ça vous avez complètement raison, ça préoccupe Kinshasa, ça préoccupe Félix Tshisekedi. Pour preuve, il était à Luanda, je me répète, mais c'est le Rwandais, c'est Paul Kagame qui continue à se comporter différemment par rapport à la réalité. Bon, à force d'être moins sérieux, on risque de ne pas vous prendre au sérieux quand vous dites des choses sérieuses. Aujourd'hui, quelle est la question? Quel est le débat? La rencontre ou pas? La rencontre, non, le processus a commencé bien avant. Ouais. La rencontre ou pas de Félix Tshisekedi. Mais apparemment, c'est lui qui vous sert de président avait dit à la face du monde qu'il va rencontrer Kagame que le jour de l'avènement de Dieu, où y a une évolution, ça sera probablement en enfer. Parce que je ne vois pas Félix Tshisekedi Kagame se retrouver au paradis. Donc, nous comprenons que M. Félix Tshisekedi, quand il est dans une forme d'ivrognerie langagière, il fait des déclarations sans mesurer la portée de ce qu'il dit. Et quand il est rattrapé par ses propres turpitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à justifier. Mais comment un pays dont le président a eu à faire des déclarations disant qu'il ne va plus rencontrer M. Kagame, pourquoi vous vous plaignez si Kagame refusait de vous rencontrer? Non, on ne se plaît pas. Alors, s'il n'y a pas de problème, si personne ne se plaint... On a exposé la réalité face à l'humanité, que Kagame ne fait pas la paix. Voilà. C'est ça, c'est plaindre en fait. Non, mais attendez. Ce n'est pas se plaindre. Est-ce que pour que nous ayons la paix dans ce pays... Dire la vérité, ce n'est pas... voilà, de contre-vérité, oui. Vous avez dit que vous n'allez pas rencontrer Kagame. Il y a des gens qui vous ont applaudi, qui ont applaudi M. Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous dites, non, voilà, pourquoi Kagame a-t-il refusé de vous rencontrer? Mais vous oubliez qu'il y a eu une médiation du président angolais. Non, mais attendez. Ça a commencé bien avant. Africaine pour qu'il y ait cette ça a commencé bien avant. Pendant que M. Félix est entré dans cette ivrognerie langagière, je tiens à vous rappeler qu'il était déjà dans un processus. Et alors pourquoi l'avoir dit? Parce qu'il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Moi, je savais que ce monsieur ne peut jamais être sérieux. S'il vous plaît, quand vous dites que on ne pouvait plus rencontrer Kagame ou encore le chef de l'État. Non, moi je l'ai dit. Non, le chef de l'État l'avait si bien dit. Quand vous parlez chef de l'État, vous faites allusion à qui? Vous n'avez peut-être pas tort, mais du moins, comme je dis il y a peu, il y avait évolution. Alors aujourd'hui, évolution. La rencontre n'a pas eu lieu. Oui, alors. Laissez-moi vous. C'est quoi l'opportunité de cette rencontre? Parce que déjà au départ, c'est lui qui est supposé vous représenter. J'ai évoqué la question parce que vous avez parlé d'une question épineuse en rapport avec l'insécurité. Et voilà pourquoi la rencontre plutôt devrait avoir lieu, mais hélas. Mais sinon, vous avez dit à l'entame que la Constitution ne sera pas changée, encore moins révisée. C'est votre droit. Parce que vous êtes Congolais, ça c'est vrai. Laissez aussi les autres le droit de se manifester. Manifester pour dire quoi? que les camps Union Sacrée, déjà, a commencé à battre campagne pour sensibiliser la population au point de changer ou de refuser. Personnellement, j'ai suivi l'actuel ministre de la Justice. Constant Moutamba était en Gilles. Donc, vous fouillez la question sécuritaire?
Parce qu'apparemment, nous rentrons encore sur la question de la révision ou changement de constitution, alors que nous étions déjà en train de parler d'une question épineuse. Je n'ai pas dit que l'on ne doit pas trouver de solution par rapport à la problématique sécuritaire. Je dis, M. Félix Tshisekedi n'étant pas sérieux dans ce qu'il fait, il rend ridicule toute la République. Il est en train de jeter de l'opprobre. Je ne vous permettrai pas de dire ça. Non, mais effectivement, la République devient ça. Par contre, le chef de l'État... Non, mais pourquoi vous l'appelez chef de l'État? Il sert à quoi? Ça sert à quoi de l'appeler chef de l'État alors qu'apparemment, le monsieur ne répond pas au profil d'être chef de l'État? Ça, c'est vous qui le dites. Mais je le dis parce que le président de la République, il est le chef de l'État. Je veux dire qu'il avait dit, et c'est ce que nous observons, nous sommes sur tous les fronts. Non, on n'est pas sur tous les fronts. Le processus de Luanda, ça fait partie de la diplomatie. N'est-ce pas? La guerre, oui, nous avons nos soldats, les Ouazalais, nos compatriotes, évidemment, sur le terrain. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Cher ami. Alors, sur le plan diplomatique, c'est vrai, on devrait échanger avec Kigali, avec Kagame. Non, vous l'avez déjà refusé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous l'avez déjà refusé. Le week-end dernier, vous avez reconnu, n'est-ce pas? Non, que Kagame n'a pas répondu à l'invitation. Non, mais et justement parce que vous n'êtes pas sérieux, vous là qui prétendez être au pouvoir. Soyons sérieux. Pouvez-vous déjà, au départ, modéliser votre raisonnement? Quels sont les problèmes qui nous assaillent? Quels sont les procédés que vous mettez sur pied sur base de l'analyse que vous faites sur le variable explicative pour que nous vous prenions au sérieux? D'abord, la question dans l'Est du pays, apparemment, est transversale. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. C'est vrai, il y a le M23, mais il y a les FDLR. Il y a les ADF. Il y a plusieurs groupes armés qui sévissent dans la partie Est. Il y a le Codeco et ainsi de suite. Si vous êtes en pourparlers avec le Rwanda, cela n'exclut pas que vous mettiez en place des mécanismes pour sécuriser la population. Il y a près de 7 millions... C'est ce qui est fait, oui. Non. Il y a près de 7 millions de déplacés et apparemment l'État congolais n'arrive pas à restaurer son autorité dans ces espaces-là. Ce qui est grave, vous, gouvernement de la honte, vous avez pris la résolution d'aider le Rwanda à se débarrasser des FDLR. Vous avez signé un document. Pouvez-vous nous brandir le document que le Rwanda a signé pour neutraliser les M23? Je ne sais pas si ce document-là existe. Vous prenez des engagements au nom de l'État, mais le Rwanda n'a pas pris des engagements sur vous. Aujourd'hui, le Rwanda vous exige à vous d'aller parlementer avec le M23. Voilà, c'est là où les mais vous, s'il vous plaît, c'est là où les je suis très sérieux dans ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Nous le sommes. Mais vous, on vous a confié la mission de neutraliser les FDLR. Vous, on vous oblige de neutraliser les FDLR, mais en même temps, vous êtes incapable de résoudre la question des FDLR, c'est-à-dire, au lieu de dire au Rwanda de parlementer avec les FDLR, vous prenez l'engagement de neutraliser les FDLR. Et pour le M23, le Rwanda n'a jamais pris de résolution ou des engagements à neutraliser les M23. Mais comment êtes-vous arrivé à tirer une telle conclusion? Parce que nous sommes deux États distincts. Un État dit il y aurait chez vous des rebelles qui menaceraient le Rwanda. Chez vous, vous avez des gens venant du Rwanda qui ont eu à formater un groupe ici, chez nous, qui sévit ici chez nous. C'est-à-dire que nous avons, nous, deux obstacles, deux problèmes dans notre territoire, mais c'est le Rwanda qui nous dicte le comportement que nous devons afficher vis-à-vis de ces deux-là. Vous servez à quoi? Vous servez à rien. Alors, ce que vous oubliez parfois, dans une négociation, il y a toujours des concessions. Non, mes chers amis, non, concessions... Vous avez eu le temps de parler, non, laissez-moi aussi vous relancer, parce que ce qui est vrai, ce n'est pas un débat. Par contre, moi, je vous pose des questions. J'ai pris des concessions dans le sens où la dite négociation, nous voulons mettre fin à l'insécurité qui sévit à l'Est. Vous et moi savons également que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Les non, M23, moi, je ne sais pas que c'est le Rwanda. Je sais que libre à vous. Le Rwanda aussi. Libre à vous. Parce que le pouvoir en place est aussi derrière la situation. Alors, aujourd'hui, quand Kagame nous exige, nous... À qui? À Félix Tshisekedi. Régime. Félix Tshisekedi. Ah, mais voilà, parce qu'il est faible. Échanger d'abord avec les M23, c'est la position qu'on avait faite. C'est ce qu'on avait refusé depuis longtemps pour dire que la position de Kinshasa a été connue déjà depuis la nuit des temps. Oui. Voilà pourquoi
Kagame n'a pas pu répondre à l'invitation. Et ce que nous allons faire, nous, d'ailleurs, je pense que vous avez suivi les porte-paroles du gouvernement, nous allons mettre toutes les machines, toutes les batteries en marche pour s'imposer aussi. Non, s'imposer sur base de quoi vous allez vous imposer? Parce que vous avez lié l'État congolais au cessez-le-feu. L'État ne se bat pas? Non, le cessez-le-feu, vous n'avez peut-être pas tort. Non, mais effectivement. Dit, parce que il ne faut pas désorienter ceux-là qui nous suivent. Non, non. Quand vous parlez de cessez-le-feu, il faut dire que la décision était venue, non pas de Kinshasa, encore moins de Kigali, mais plutôt ça fait partie de ces processus. Ce qui dit, il y a une organisation, je parle de l'Union africaine, au nom de l'Angola bien sûr, donc nous parlons de ces processus de Luanda, et il y avait des résolutions qui ont été prises. Oui. Alors, nous jusqu'ici, le Rwanda était soumis à quelle obligation? Nous continuons, le cessez-le-feu bien sûr. Cessez le feu. Le Rwanda a la guerre chez lui. Quand on dit le Rwanda, on fait allusion au 23. Quand on dit le Rwanda, on fait allusion à la sécurité, c'est donc le groupe rebelle. Non, mais apparemment vous désorientez la norme. Quelle norme? Mais vous parlez de cessez-le-feu, non? Non, mais attendez. Qui vous dit que moi je soutiens le cessez-le-feu? Moi je ne l'ai pas dit. Non, je l'ai pas. Ici, ce n'est pas question de soutenir le cessez-le-feu ou pas. Non, mais comprenez d'abord ce que moi je veux dire. Dans le sens où c'était des résolutions qui ont été prises par rapport aux échanges. Non, mais c'est ridicule de dire ça. Nous sommes un État souverain. C'est ridicule de dire ça. On ne peut pas nous interdire de nous défendre. C'est-à-dire que dans votre logique, ces pouvoirs de la honte, quand ils prennent des décisions irréfléchies, nous devons soutenir au risque de désorienter l'opinion. Moi, je viens désorienter l'opinion. D'abord, nous n'étions pas obligés de signer le cessez-le-feu. On n'a pas signé le cessez-le-feu avec le M23, on a signé le cessez-le-feu avec le Rwanda. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le Rwanda, formellement, ne reconnaît pas le M23 comme son bras séculier. Nous devons continuer à faire la guerre. On ne peut pas lier nos militaires en leur disant non, voilà, il faut observer le cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Parce que le Rwanda n'a jamais avoué ouvertement que c'est lui qui nous faisait la guerre. Nous avons signé un document nous interdisant d'attaquer alors que la personne n'a jamais reconnu que c'est elle qui nous agressait. Continuons à faire la guerre. Quand vous parlez de Ouazalène, les Ouazalène, ce sont des faits privés. Ce sont des Congolais sur pied de l'article 63. Ils ont pris des armes pour défendre leur intégrité. Mais où est l'État? Où est l'État? L'État ne se bat pas. Et vous dites que vous êtes liés au cessez-le-feu. Qui respecte ce cessez-le-feu? Goma venait d'être menacé il y a peu. Pensez-vous que si réellement l'État n'était pas au point où encore l'armée congolaise ne se battait pas, on allait jusqu'ici... Non, quand vous êtes à la défensive, ce n'est pas une bonne position, une bonne option. Nous devons attaquer. On ne doit pas attendre à ce que les autres réagissent pour que nous nous défendions. Non, nous devons faire la guerre. Et c'est aux autres maintenant, quand on change les rapports de force, c'est en ces moments-là qu'on va résoudre la question. Parce qu'on ne peut pas juxtaposer la question des FDLR et la question des M23. Nous ne pouvons pas, nous, chercher à résoudre la question des FDLR et en même temps chercher à résoudre la question des M23. Non. Nous devons imposer l'ordre public, l'ordre dans l'État. C'est en ces moments-là que vous allez appeler le monsieur, vous allez l'appeler chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas continuer à cajoler, à caresser Kagame dans le sens de poil. Nous devons nous lever parce que nous sommes un État souverain. Ce sont là des grandes questions. Alors, quels sont les problèmes qui sont en face de nous? Il y a un pays qui s'organise pour nous fragiliser. Quel est l'intérêt du Rwanda aujourd'hui à résoudre la question FDLR et la question M23? Nous devons nous poser ce genre de questions. Parce que moi, en tant qu'économiste, je sais que le FDLR, ce n'est qu'un prétexte pour justifier la présence rwandaise chez nous. Et cela profite au Rwanda en exploitant, en fragilisant, en créant des conditions pour que son marché soit entretenu. Le Rwanda n'a aucune raison que nous soyons en paix. Mais nous avons l'obligation de défendre nos femmes, de défendre nos enfants, de défendre notre territoire. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Alors, vous voulez que nous vous disions quoi? Si vous dites que votre fameux ministre en charge de la communication aurait dit, ça ce sont des inepties. Nous devons comprendre que le Rwanda n'a aucun intérêt qu'il y ait la paix chez nous. Mais nous, par contre, nous devons rechercher cette paix à n'importe quel prix. On n'a pas à nous obliger de négocier avec le Rwanda. À n'importe quel prix, vous n'avez pas tort, mais à savoir qu'il y a aussi des principes ou la norme à respecter. Quelle norme?
Moi, je pensais que la défense ou la volonté du peuple est la loi suprême. Tout à fait. Alors, quelle norme? Quel est ce pays qui va accepter que son peuple soit continuellement tué au nom de la... Quelle est cette norme-là? C'est laquelle? Vous ne sentez pas la hargne que nous avons quand nous voyons nos enfants faire plus de 250 km à pied pour se sauver? Vous parlez des déplacés? Il y a nos femmes qui sont violées, qui sont tuées, nos enfants tués. On est en train de marcher sur notre dignité. Vous me parlez de quelle norme? Quelle est cette norme qui interdit à un peuple de se défendre? Elle est où, la norme? Non, nous avons l'obligation de nous défendre. Alors, tellement qu'il y a une autorité molle depuis à la tête du pays, voilà pourquoi on blague, on joue avec le Congolais. On nous tue et vous dites, non, voilà, il y aurait quelle norme? Il n'y a pas de norme qui nous interdit de nous débattre. Vous êtes de l'opposition, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que notre invité c'est Alain Bolodjoa. Alors, il y a lieu maintenant de prendre la question en rapport avec la Constitution. C'est vrai, au départ, on en a évoqué, mais il fallait y revenir. Vous y étiez à Massina, vous et votre famille politique, si pas votre structure, pour dire non au changement, aussi à la révision. Alors que, je me répète parce que la question a été déjà posée, la Constitution elle-même prévoit sa propre révision. Je pense que vous aurez le temps de mettre un point de vue par rapport à ça. Mais je disais plutôt que l'Union sacrée également mobilise et sensibilise pour qu'il y ait changement. Vous avez eu le temps de suivre l'adresse de la nation quand le chef de l'État était devant une chambre réunie en congrès. Au sujet de la révision, le chef de l'État, il avait parlé de réflexion profonde. Il avait dit, l'autre fois d'abord, qu'il mettra en place une commission, c'était prévu pour le mois de janvier, donc l'année prochaine. Mais cette fois-ci, il a dit, il a fait appel, n'est-ce pas, à la sagesse de tous les Congolais, de se mettre ensemble, de réduire les dégâts ou les failles qui sévissent dans la Constitution. Donc on suppose, en tout cas, là je réfléchis à haute voix, on suppose que le chef de l'État parle également de la révision et non du changement. Votre point de vue? Déjà, moi je ne le prends jamais au sérieux parce que je ne vois rien de bon qui puisse sortir de lui. Cher ami, qui a lancé les débats sur les changements? C'est le mal, quand il y a déjà des préjugés au départ. Non, mais attendez. Eh bien, quel préjugé? Quel préjugé? Quel préjugé? Non, quand vous dites que tout ce qu'il va sortir de lui... Non, mais rien de bon ne peut sortir des alors qu'il y a des choses bien comme quoi, par exemple? Il y en a beaucoup, mais sinon, non, ce n'est pas ça la question. Citez-en. Comme quoi, par exemple? Nous parlons constitution. Non, comme quoi? Dans quel secteur? Comme quoi? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense que si nous ne sommes pas sérieux, le pays va rester dans le gouffre et ce n'est pas intéressant. Qui a lancé les débats sur les changements de la Constitution? Nous ou Félix Tshisekedi? C'est lui. Quand il vous disait qu'il veut changer la Constitution, c'est la Constitution des étrangers. Au départ, c'était la diaspora européenne. Au départ. Pardon? C'était la diaspora européenne. C'est faux. C'est faux. La première fois que M. Félix Tshisekedi a parlé du changement de la Constitution, c'était en Allemagne, avant même d'arriver en France. La France, les militants fanatiques de l'UDPS sont intervenus après. Mais lui a commencé à en parler devant 2 journalistes femmes. C'est lui qui a lancé les débats. Est-ce que c'était nous? C'était lui. Il dit il va changer la Constitution. Alors, quelles sont les raisons qui pouvaient motiver une telle démarche? Il dit non, voilà, et parce que la Constitution serait rédigée à l'étranger par les étrangers. Ça, c'est du mensonge. Le draft a commencé ici, à Kinshasa. Ils sont partis évoluer à Kisangani. Ils ont travaillé à Kisangani avec d'autres experts. Ils ont pondu le projet, le premier monture du projet. Ils sont arrivés au niveau du Sénat. Le Sénat en a débattu. Ils ont élagué plusieurs dispositions qu'ils avaient proposées. Et ils nous ont présenté une constitution avec 219 articles. C'est passé en seconde lecture au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale en a débattu. Ils ont élagué 6 articles, c'était 213. Ils ont apporté des amendements profonds sur 139 articles. Et aujourd'hui, nous avons une constitution de 229 articles. Dites-moi un peu, M. Félix Tshisekedi, as-tu déjà eu le courage de lire ne fût-ce que la page de garde ou la couverture de la constitution? Il maîtrise très bien la Constitution, soyez-en sûrs. Ah bon? Il avait prêté là, serment vous le souhaitez ou vous le pensez? Je vous l'ai dit, je vous le confirme même. Ah bon? Vous pensez que M. Félix Tshisekedi connaît la Constitution? Plus que vous et moi, certainement. Ah bon? Et pourquoi?
Parce qu'il est président. Pensez-vous, le fait d'être président, ça lui confère, ça lui procure la capacité de connaître la Constitution mieux que quiconque? Vous le pensez? M. Félix Tshisekedi ne sait pas, ne sait même pas que ce n'est pas à lui de convoquer le Congrès. Il ne sait même pas. Non, je vais réunir l'Assemblée nationale et le Sénat, je vais convoquer. Ce n'est pas lui qui convoque le Congrès. Il ne sait pas. Arrêtez de lui prêter des aptitudes qu'il n'a pas. Qui est censé convoquer le Congrès si pas l'institution? Non, le président de la République ne convoque pas le Congrès. Le Congrès, c'est une institution distincte du président de la République. Il peut initier la démarche. Il peut initier la démarche. Ce sont les deux présidents qui convoquent le Congrès. Soyons sérieux, cher ami. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas la Constitution et il en parle quand même. Il dit non, voilà, je veux changer la Constitution et personne ne peut me l'interdire. C'est ce qu'il a dit. Nous avons dit, monsieur, ça c'est une rébellion. Vous n'en avez pas le droit. Et puis il vient, il nous dit, non, voilà, je vais mettre en place une commission pour que les gens réfléchissent. Vous avez déjà pris l'option. Vous avez dit que c'est une constitution de malédiction. On ne révise pas une constitution de malédiction. Parce qu'en révisant la constitution de malédiction, vous notez pas la malédiction qu'il y a dans cette constitution. On ne change pas la nationalité des gens qui ont rédigé la constitution par la révision. Alors, comment des gens aussi instables, qui ne savent même pas ce qu'ils veulent... Que voulez-vous dire concrètement par là? Non, mais il vous dit que c'est une constitution des étrangers. Si vous révisez, ça reste la même constitution. Le mot malédiction n'est pas sorti du chef de l'État. C'est plutôt le président de l'UDPS. Je ne savais même pas qu'il y avait un chef de l'État dans ces pays. Si tel est le cas, je vous apprends alors. Mais sinon, non, mais apprenez-moi. Le mot malédiction est venu de Limité et Kabouya qui avait parlé de malédiction, non pas le président de la République. Bon, mais apparemment, vous oubliez que Kabouya est le représentant de Félix Tshisekedi dans l'UDPS. N'est-ce pas qu'il est président Haï? Qui est le président, d'après vous? Qui est le président? Si aujourd'hui, Blanchard Mungomba prenait parole, il prend la parole au nom de qui? D'après vous? Qui a contredit Kabouya dans leur famille politique? Ce sont eux qui ont lancé les débats. Nous vous disons, pour l'instant, les débats sur la Constitution ne se posent pas. Il y a un problème d'inadéquation, l'inadaptation entre le profit de la personne qui devait être le président de la République, chef de l'État, et ce que nous avons aujourd'hui. Ça, ce sont des questions. Ce que vous faites là, ce n'est pas ce qu'on appelle le bruit du marché, dans le sens où j'ai suivi le ministre qui dit clairement, Moutamba, au niveau de la justice, il était à Njili, je crois, devant une masse, il dit que l'autre fois, Kabila avait réalisé sa propre constitution. Mouzé, Kabila, le fils est venu, il a modifié, il a révisé la constitution. Pourquoi vous ne voulez pas que Tshisekedi aussi puisse toucher à la même constitution? Il doit d'abord appeler opposant. Oui. Vous dites que vous êtes de l'opposition alors que vos enfants, oui, ils se retrouvent dans les cabinets de ce régime. Oui. Vous-même les opposants, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est plutôt Moutamba. Oui. Nuitamment, vous êtes là pour aller demander l'argent, prendre l'argent. Alors, quelle opposition voulez-vous nous parler? Qui pouvons nous faire confiance? Premièrement, je mets en doute sa formation en tant que juriste. Je pense que ces jeunes étaient plus dans le Maléwa qu'à l'université. Chers jeunes, frères en politique et dans la vie, Laurent Désiré Kabila n'a jamais donné une constitution à la République. On suppose que vous êtes juriste. Vous avez au moins l'historicité sur les constitutions de la République. Pendant que Laurent Désiré Kabila était là, le pays était régenté par des décrets. Il n'y avait pas de constitution. À force de garder les cheveux, vous mentez. Il n'y avait pas de constitution. Non, il y avait mais dites-moi. Des articles que Kabila a appelé décret constitutionnel, si je m'abuse. Non, mais ce n'était pas une constitution. C'est sur base de ça que ce n'était pas une constitution, cher ami. Ce n'était pas une constitution. Alors, comment quelqu'un qui ment comme ça, sans honte, pourquoi voulez-vous prendre les risques de quoi un monsieur comme ça? Deuxième élément. Quand est-ce qu'il est devenu du pouvoir, lui? Parce qu'on le présentait ici comme de l'opposition. N'est-ce pas qu'il était candidat, rapporteur adjoint à l'Assemblée nationale pour le compte de l'opposition? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il arrivé à quitter le stade de Chény pour devenir, comment on peut l'appeler là? Papillon. Qu'a-t-il fait? Comment cela s'est-il passé?
ces messieurs vous disent qu'il y aurait des opposants. Mais effectivement, il a raison. Il y a des opposants qui vivent sous les mamelons de Félix Tshisekedi, comme lui, par exemple. Il était dans l'opposition avec Kabila. Il quitte Kabila. Il soutient la forfaiture de la CENI. Il quitte la forfaiture de la CENI. Il a été financé, apparemment c'est lui qui l'a dit, financé pour postuler. Non, il lisait aux autres opposants, pas lui. Non, mais cher ami, discours. Non, il n'y a que lui qui est plus proche de Félix Tshisekedi. Vous dites que vous êtes opposant alors que même la caution que vous avez versée lors des, lors des élections venait du régime du président Félix Tshisekedi. Non, je vous cite des noms alors. Les enveloppes que vous avez remis pour battre campagne venaient du président Félix Tshisekedi. Ouais, mais vos enfants se trouvent dans des cabinets des ministres du régime ou encore du pouvoir de Tshisekedi. Mais en quoi vous êtes opposant? Non, mais voilà pourquoi je vous dis, le fait seulement qu'il est... Et non seulement ça, vous-même les opposants, nuitamment vous allez chercher les enveloppes. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit ceci. Le fait seulement que c'est un menteur patenté, vous allez vous rendre compte qu'il n'a fait qu'une projection de lui. C'est lui, il parle de lui. Cher ami, Mouzitou, il est avec eux dans l'idée des démarches. A-t-il un enfant qui travaille dans un cabinet? Non. Fayoulou? Non. Moïse Katumbi? Ça, je ne sais pas. Non. Vous connaissez, vous savez bien que les fils de Moïse Katumbi, s'ils sont là, dans leur cabinet, on va les identifier facilement. Qui? Denis Sessanga? Mes enfants font l'université. Aucun de mes enfants n'a le droit de travailler pour l'instant. Parce que l'essentiel de ceux qui ont l'âge de travailler sont à l'université. Quel est cet opposant qui a un enfant qui travaille là-bas? Qui? Matata? Qui? Mais il n'y a que lui. C'est lui qui est là. Il prétend être le représentant de l'opposition au sein des institutions. C'est lui. Il avait dit d'ailleurs, c'est lui le leader même de l'opposition. Non, mais quoi de plus normal? Leader de l'opposition au sein du gouvernement. Quoi de plus normal? Parce qu'il est dans la confusion. Il doit aller visiter son coiffeur. Parce qu'à force de garder... Quel rapport Non, mais je vous dis... La modestie, je vous en prie. Non, mais attendez. Quel rapport avec ses cheveux, avec sa coiffure? Mais les cheveux sont des ions négatifs. Si vous ne savez pas les gérer, ça peut aussi vous amener dans une forme de déviationnisme. Cher ami, citez-moi un opposant dont le fils travaille là-bas. Comme qui? Kabila? Qui? Il n'est pas sérieux. On dit, on donne l'argent aux gens la nuit. Cela veut dire, celui qui donne l'argent fait l'achat de conscience. C'est-à-dire qu'on achète la conscience des gens. Mais celui qui le fait, c'est qui? Qui donne l'argent la nuit? C'est qui? N'est-ce pas, ce n'est pas moral de donner l'argent aux gens pour faire semblant d'être des opposants? Quelle est l'intention quand on veut donner l'argent aux opposants? Soit entretenir la confusion ou sinon les acheter. Mais parmi ceux qui ont déjà été achetés, il en fait partie. Il est le seul opposant qui a été acheté ouvertement et tout le monde le sait. Il a été acheté. Parce que lui prétendait être dans l'opposition. Les Matembo et consorts, ils étaient avec lui, non? Lorsqu'on constituait le bureau de la CENI, il était là. Toujours en rapport avec la sécurité, il y a une question qui m'est venue. Ici, c'est ridicule. J'ai fait allusion à ces phénomènes Kuluna. Vous et moi vivons ici à Kinshasa. Oui. Je vous dis la vérité, pas plus tard qu'hier. Je suis allé rendre visite à un frère. Ici, seulement vers Funa, Bokassa, tout ça là, sur l'avenue là, non loin du marché, sur Mazikida, je crois. Devant moi, j'ai vu, j'ai bien dit, pas plus tard qu'hier dans la soirée, un jeune, il y a eu du désordre avec les Kuluna, un jeune qui était molesté, massacré par les Kuluna. Je ne sais pas si il va survivre en tout cas. Quelques minutes après, il y a un monsieur, un paisible espion qui passait dans sa voiture, on l'a piqué le téléphone. Devant moi, dans 3 événements au même moment, à l'espace de 45 minutes, au max 1 heure. Après, une dame, une pauvre qui passait sur la moto, on l'arrache sa perruque. L'insécurité Kuluna. Nous en sommes victimes d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, le gouvernement a pris l'option d'exécuter ces derniers. C'est-à-dire, si on vous attrape comme Kuluna, eh bien la sanction c'est la peine de mort. Je vous ai suivi dans une chaîne de la place, vous Alain Bolodjoa. Vous vous opposez à ça, vous êtes contre. Contre quoi? Contre l'exécution de Kuluna.
contre la peine de mort, la peine de mort infligée. Oui, là maintenant vous devenez clair. Sinon, oui. qu'est-ce que vous voulez? Alors que nous vivons dans l'insécurité, ne voyez pas que c'est aussi une manière d'effrayer ces inciviques-là, oui, de nous donner ne serait-ce qu'un peu l'espace pour vivre en paix? Bon, là vous avez posé la question en tant que quelqu'un qui vit dans la société. Mais, de l'autre côté, des gens qui prétendent être des hommes d'État, qui réfléchissent comme des hommes de la rue. Moi, je pose juste des questions. Qui ont dit qu'on a transformé le clown en bâtisseur? Kinshasa. C'est possible de faire ça? Alors, n'avons-nous pas des raisons? Non, s'il vous plaît, si nous avons des résultats, c'est-à-dire qu'on arrive à socialiser le Koulouna pour en faire de bons citoyens, des bâtisseurs, continuons avec cet élan. Parce que là, on gagne doublement. Un, ce sont nos enfants. Et puis des deux, on va créer les conditions des travailleurs, on va élargir leur productivité, leur capacité à produire. Parce que quand vous tuez, vous mettrez fin à une vie. Deuxième élément. Vous avez cité plusieurs cas. Celui qui vole, on le tue. C'est celui qui vole un téléphone, on le tue. Celui qui vole les plantes, on tue. Mais celui qui vole l'argent dans le gouvernement, on les plébiscite comme meilleur père. Vous comprenez? C'est là où il y a une sorte de dichotomie. Moi, je n'ai jamais soutenu la peine de mort. Jamais. Parce que je considère que la vie est sacrée. Mais là, nous assistons à une sorte de folie. C'est-à-dire que des gens qui veulent tuer pour faire peur à d'autres personnes. Mais moi, Kabila l'a expérimenté dans ces pays. L'opération Likofi, on a tué nos enfants ici. Quels en sont les résultats? Parce que là, vous êtes dans un traitement symptomatique. Vous pensez qu'en tuant, vous allez mettre fin à ça. Mais quelles sont les raisons qui amènent à ce que nous ayons le Koulouna? Là, vous ne répondez pas à cette question. Qu'est-ce qui fait que nous ayons le Koulouna? C'est un phénomène qui est né après le pillage. Hein? Mais avant, l'État congolais n'avait pas de Koulouna. C'est justement parce qu'il y a une forme de dérèglement sociétal, et voilà pourquoi il y a des Koulouna. Si nous avons d'autres mécanismes à mettre sur pied, moi je propose que nous mettions plutôt l'accent sur ça. Du genre? Du genre, réconcilier les enfants avec leurs parents, restaurer l'autorité parentale, donner le moyen aux parents, créer, s'il vous plaît, créer les cadres de socialisation, gérer rationnellement le peu d'argent qui entre, pour que nous arrivions effectivement à donner de la chance à ces jeunes. À un certain niveau, à un certain âge, ça peut aussi sembler être difficile. Vous vous contredisez. Mais sinon, non, vous contredisez. Je voulais revenir par rapport à n'est-ce pas qu'il y a des Koulouna qui sont devenus bâtisseurs? C'est par rapport à ça que je voulais non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Vous relancer. Oui. Ici, il faut comprendre que il y a certains qui sont de récidivistes. Oui. Il y a comment ça? Là. Ils devaient être en prison en réalité. Qui les a libérés? Mais c'est le même monsieur à beaucoup de cheveux, c'est lui qui a libéré tous ces gens-là. On a fait sortir des gens de la prison parce qu'ils seraient mal jugés. Avez-vous restauré ou avez-vous donné à la République une bonne justice pour que ceux qui ont été libérés par vous de manière maladroite soient réjugés et cette fois-ci de la plus bonne manière? Moi, j'ai suivi un procès sur le Koulouna. On nous a présenté une gang de 2 personnes. Il y avait l'un qu'on présentait comme celui qui aurait posé des actes, l'autre comme son accompagnateur. Je me suis rendu compte que le procureur vous dit non, voilà, tel que nous sommes là, nous sommes obligés de mener à bien ce que nous faisons parce que c'est la vision du chef de l'État, comme vous l'avez dit aussi, la vision du chef de l'État. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le ministre... Quelle vision, s'il vous plaît? Non, j'ai dit ce que le procureur a dit. Comme j'ai dit, moi. Non, mais voilà quelle vision? Non, mais effectivement, vous avez dit qu'il y a une vision, il est chef de l'État et tout ça. Vous avez parlé de Félix Tshisekedi, qu'il a une vision, il est en train de faire des choses. C'est ce que j'ai dit. Je ne fais que vous paraphraser. Et le monsieur, le procureur, dit non, voilà, d'ailleurs, nous devons tout faire pour que cela soit un message fort que nous devons lancer aux autres Koulouna. Et d'ailleurs, son Excellence, monsieur le ministre d'État, s'est déplacé, il est là, nous devons tout faire. Non, ce n'est pas ça la justice pour laquelle moi je me suis battu. La justice doit être le dernier rempart, doit être l'instance la plus neutre possible. On ne peut pas prendre des enfants, mal les juger, le condamner pour des raisons pédagogiques. Non.
Ça, c'est de l'injustice. Savez-vous que dans ces pays, l'État a fait tuer des gens dans ces pays. Kimba, Bamba, Mamba, Nani. Ils ont été jugés ici, pendus ici, à Kinshasa. Vous savez pourquoi? Pour faire peur aux autres. Cela a mis fin à la rébellion? Non. Kabila a fait tuer nos enfants ici. Ça a résolu quel problème? Cherchons plutôt à connaître les causes de l'existence de ces phénomènes-là. C'est comme ça qu'on gère dans l'État. Si la population veut assez qu'on tue tous ceux qui font ça, ça c'est la population. Mais nous, en tant qu'élite, on ne peut pas avoir le même réflexe que le Batata Bamama Bandeko. Comment l'État peut lever l'option de commencer à tuer des enfants alors qu'il y a possibilité de les récupérer? Il y a possibilité, ce sont nos enfants. Nous avons été irresponsables, nous devons les reconnaître. Comment les parents qui ont des difficultés, incapables de scolariser leurs enfants, incapables de prendre en charge leurs besoins existentiels, incapables de leur donner une bonne éducation, les parents sont dans l'incapacité d'éduquer. Vous commencez à tuer. Mais après-demain, ces parents-là vont continuer à reproduire, non? Alors, c'est ça la solution qu'on apporte? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une vision court-termiste, qui n'ont pas la capacité de pénétrer des grands dossiers, et voilà, on leur donne la possibilité de poser des actes sans réfléchir. Ça, c'est une bêtise. Ce n'est pas ça la solution. Si je trouve que les enfants ont des difficultés, je dois prendre le temps d'analyser les raisons profondes qui amènent que ces enfants soient là. Si on doit lever cette option, ça doit être à l'extrême. Ça ne peut pas être l'option que le gouvernement doit soutenir. Celui qui vole un téléphone, vous le tuez. Mais celui qui détourne 5 milliards 400 millions de dollars, vous le plébiscitez comme meilleur père. Celui qui détourne l'argent des militaires, vous le laissez. Mais les enfants des militaires, vous voulez les tuer. Ça n'a pas de sens. Ce sont nos enfants. Le fait seulement que ceux qui vous gèrent eux-mêmes ne respectent même pas leurs enfants, ils pensent qu'ils ont le droit de commencer à tuer. Je m'oppose, même si tout le monde sera d'accord. Je dis non. Ce n'est pas ça la meilleure des solutions. Merci. On doit d'abord comprendre le phénomène, les raisons, les facteurs, comment cela évolue pour que nous arrivions à résoudre le problème dans les racines. Et non, nous amener des traitements symptomatiques. Non, on va commencer à tuer. Mais si on s'est décidé de tuer les Koulouna, mais l'essentiel de ceux qui sont du gouvernement doivent être pendus. Il y a des voleurs parmi eux. Il y a des détourneurs. Des gens qui détournent même l'argent de l'armée. Qui n'a pas vu le vidéo qui circulait? On donne le boukari à un militaire, à une cuillerée à soupe dans l'autre main. Qui n'a pas vu ça? Ce sont les enfants qui ont détourné cet argent. Il y a des voleurs, le pays est géré par des détourneurs, de voleurs. Et pourquoi eux doivent-ils être sécurisés par la police? Et on doit commencer. Je ne dis pas que je soutiens le Koulouna, mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Merci d'être venu, Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes le président de ce mouvement qu'on appelle le BAT. Merci à vous pour l'invitation. Cette structure qui s'intitule Sursaut national. Vous êtes de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ça faisait longtemps, mais bon, vous êtes de retour. Donc, partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Non, il n'y a pas de problème. Et surtout, merci d'être de notre ce matin. Surtout que M. Félix Tshisekedi ne tarira jamais des scandales. On viendra. Jamais. C'est la fin de l'émission. Merci à la réalisation de Brandon Milalou. Merci à Jires Mabeka. Nous disons merci comme ça à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie. Merci à Alain Tchoukourou qui va présenter son émission juste après. Donc, lever la base plutôt. Merci d'être là. Merci à tout le monde. Vous êtes là du début comme à la fin. Le rendez-vous est pris pour demain. Avec le même plaisir, on va vous retrouver demain à 10h. Pour les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVC. Encore une fois de plus, Président Bolodjoa, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Merci.